Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, nous, on se porte très bien et encore une fois, très heureux de vous avoir sur la 2. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'urbanisation en Afrique. Donc, comment penser les villes africaines de demain. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à notre habitude, je vais partager avec la communauté les données qu'on a pu en fait recueillir ici sur ce sujet. Donc, selon un rapport de la Banque africaine de développement, le rapport intitulé Dynamique de l'urbanisation en Afrique 2022, l'urbanisation est le phénomène qui va transformer le plus profondément le continent africain au 21e siècle. Depuis 1990, le nombre de villes en Afrique a doublé, passant de 3300 à 7600. Et leur population de même qui a augmenté de 500 millions de personnes. Les habitants abandonnent les zones rurales pour les zones urbaines et cela crée une inégalité au niveau de la densité de la population. Les capitales sont peuplées et cela n'arrange pas bien sûr les choses. Par exemple, Abidjan, qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, compte plus de 5 millions d'habitants et s'étend sur une superficie de 2119 km². Soit 0,6% du territoire national, sachant que la population ivoirienne est évaluée à plus de 27 millions. Donc, si on a seulement 6 millions, on a 6 millions Abidjan, c'est que le reste, en fait, c'est dans toutes les autres villes, ce qui fait énormément de personnes pour une si petite ville, en termes de superficie, bien sûr. Et cela est le cas pour plusieurs villes d'Afrique, notamment, je crois, Nairobi aussi, où la densité à Nairobi, elle est vraiment élevée comparée aux autres villes du pays. Et ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter puisque les capitales africaines concentrent toute ou une bonne partie de l'activité économique du pays, ce qui fait peut-être que les populations qui sont dans les zones rurales décident de partir vers les villes parce que si toute l'activité économique est basée quelque part, on doit aller nourrir sa famille, donc on doit se déplacer. Est-ce ça la raison principale ou pas? On le saura au cours de notre discussion. Donc la question qu'on va se poser, c'est ok, vu tout ce constat, comment on va repenser les villes africaines de demain, sachant que on sait qu'en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Par ricochet, les villes seront encore 2 fois plus peuplées. Du coup, comment repenser nos villes pour accueillir en fait cette densité vraiment, on va dire, accélérée qui nous attend dans environ 30 ans. Ok, donc ma première question, selon toi, qu'est-ce qui est à l'origine de la migration des populations des zones urbaines vers des zones rurales vers les zones urbaines? D'accord, c'est vraiment une très belle question. Déjà pour recontextualiser en fait le sujet, moi je voudrais partir de la Côte d'Ivoire déjà parce que j'ai pas vraiment une très grande expérience des autres pays et de comment en fait ils fonctionnent. La Côte d'Ivoire m'a vu naître, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai eu le temps aussi de beaucoup tourner en Côte d'Ivoire, de voir un peu comment les choses évoluent, tout ça. Il faut dire, il y a le regard. Je pense que l'une des premières causes, c'est le regard qu'on porte sur une personne qui vit à la campagne et le regard qu'on porte sur une personne qui vit en zone urbaine. Tu vois, le gars qui vit en zone urbaine, c'est le gars qu'on a tous envie d'imiter, avec qui on veut être amis. C'est le gars qui fréquente des endroits classe, chic, de vrais magasins. C'est le gars qui est, tu vois, bon chic, bon genre, tu vois. Par contre, le gars qui est dans les zones rurales, quand on dit zone rurale, en effet, on parle de village ou campement, ou enfin, ça dépend en fait de là où on se trouve et du nom qu'on assigne à ce genre d'endroit. Mais c'est un peu ça en fait. Donc, l'homme qui vit dans ces endroits-là, dans ces zones rurales, a tout simplement envie d'être à l'image de celui qui vit dans les zones urbaines. Donc ça, c'est déjà l'une des conditions qui pousse cette personne à vouloir aller dans ces zones urbaines pour lui aussi s'émanciper, tu vois un peu. Je pense que ça c'est une première raison. Ensuite, une deuxième raison, tu as eu à le dire dans l'introduction, c'est par rapport aux activités économiques qui sont vraiment centrées ou concentrées du moins dans les villes et dans la capitale généralement. À un moment donné, on produit dans les zones rurales, mais on a tendance à exporter ça dans des zones urbaines. Donc, à un moment donné, on se dit, mais ok, d'accord, pourquoi ne pas aller voir un peu la réalité dans ces zones urbaines et établir domicile là-bas et puis commercer ou proposer un certain nombre de choses. Et la troisième raison,
c'est parce que ce sont ces endroits-là qui attirent le plus de monde. Tu t'imagines une commerçante qui va vendre dans son village, la clientèle n'est pas assez vraiment grande. Mais quand elle s'imagine qu'elle va se retrouver à Abidjan, la clientèle elle est vaste. Elle s'imagine en train d'aller s'installer à Djamé par exemple. Elle aura une forte demande certainement selon elle, une forte clientèle, tout ça. Donc pour l'aspect économique, voici un peu les raisons qui vont pousser une personne, une commerçante ou une personne qui recherche un emploi à vouloir aller vers ces zones urbaines, si je puis le dire ici. Donc voici en gros quelques raisons. Maintenant la dernière, je vais finir avec cette raison. On va retourner dans les années de l'indépendance. La Côte d'Ivoire a son indépendance, on décrète Abidjan comme la ville économique et puis Yamoussoukro comme la ville politique, n'est-ce pas? Donc, dans l'entendement de tous citoyens ivoiriens, tout ce qui est comme édifice administratif de la Côte d'Ivoire, normalement, doit se retrouver à Yamoussoukro. Bien sûr. Ouais. Si vraiment on veut faire les choses selon nos tests. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Abidjan seul concentre la plupart des activités économiques mais administratives. Bien sûr, oui, c'est vrai. Souvent, tu veux faire les documents, tu es obligé de quitter Ferké, tu vas le nord, pour te rendre à Abidjan, pouvoir faire ça. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu tout le temps de vouloir faire la navette, c'est bon, je pars, je reste là-bas. Ou je peux encore chercher du travail là-bas, puisque toute l'administration est concentrée à Abidjan. Donc, voici quelques raisons, selon moi, qui incitent les gens aujourd'hui à quitter les zones rurales pour aller vers les zones urbaines, en quelque sorte. C'est intéressant ce que tu dis. Et puis, pour aller dans le même sens que toi, moi, je pense que au-delà même de toutes les raisons économiques, le statut de comment on voit la personne qui a peut-être grandi à Abidjan comparé à une autre personne qui a grandi dans un village, le regard peut changer. Mais je pense aussi que l'autre raison, c'est le manque d'infrastructures. Merci. Tu vois, d'infrastructures dans le sens où au village, il n'y a même pas de cinéma. Il y a des villes même de Côte d'Ivoire où il n'y a plus de cinéma, où il n'y a plus en fait de vraies écoles, de vraies universités. Quelqu'un qui a, on va dire, son CEP ou son BPC à Korogo, ils vont toujours en fait décider de venir à Abidjan vers Yamoussoukro en fait, où il y a les vraies universités, où il y a les vraies écoles. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas accès à l'infrastructure parce que on est d'accord que la vie est plus chère dans la capitale qu'à l'intérieur. Donc quand les gens ils viennent à Abidjan par exemple, ils vont vivre dans des situations vraiment compliquées, difficiles, alors que s'ils restaient dans leur village ou dans leur petite ville, ils seraient bien mieux à l'aise. Mais par rapport à toutes ces difficultés, ils décident de partir en fait. Et en fait, il y a un autre truc aussi qui fait que les gens, même les jeunes en fait, décident de quitter leur ville, même ceux qui sont nés à Bouaké, à San Pedro, de venir à Abidjan parce que tu l'as dit, c'est une histoire de statut. Merci. En fait, tu es in en fait. Quand tu as grandi à Abidjan, on suppose que tu es in. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, on s'en fout, mais le fait de dire tu es Abidjanais, ça veut dire quelque chose. C'est comme quand on dit à quelqu'un tu es français, tu es parisien, tu vois. Alors que vraiment, c'est compliqué pour ces personnes-là en fait. Et les politiques aussi, est-ce qu'ils font leur travail pour diminuer ce taux-là? On le saura au cours de la vidéo. Donc, d'où ma deuxième question. Est-ce que tu penses que nos villes, donc les grandes villes africaines, ont été construites ou même, on va dire, modélées, pensées pour accueillir en fait un si grand nombre de populations? Selon moi, pas du tout. Selon moi, pas du tout. Et la raison est simple. On est toujours dans un système de copier-coller. On a toujours presque tout copié. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on va toujours trouver les rues Mitterrand, François VI, François XX, ou les ponts Charles de Gaulle, etc. Tout ce que tu vois. Et on va trouver un peu la même manière de procéder. Rue, avenue, Et tu vois un peu ce fonctionnement-là. Pourtant, dans la progression, au niveau de l'infrastructure, les Européens, ils ont vraiment très bien pensé. Je veux dire qu'ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit, ouais, peut-être que dans 20 ans, Paris sera saturé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui sont périphériques ou bien dans les autres villes aient envie de rester là pour ne pas encore venir créer une surpopulation à Paris? Donc là, ils commencent à réfléchir à cela. Et puis, ce qu'ils commencent à faire, c'est de commencer à développer une particularité dans ces régions. Si c'est par exemple une région où, on va dire, il y a qui est vraiment propice pour la production du vin, déjà, ils vont commencer à énormément faire la publicité. Ils vont commencer à orienter tout ce qui est activité
dans ce domaine-là vers ces villes. Tout ce qui est industrie, vers ces villes, vers ces régions-là, tu vois un peu. Pour pousser les gens à aller vers ces régions-là, tu vois un peu. Donc, je me dis que nous, on n'a pas pensé ici. On a carrément délaissé la plupart de nos villes. Moi, je sais que quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, le Nord a une réputation qui est bien évidente. On sait qu'il y a certaines cultures qui marchent terriblement au Nord. Tu vois un peu. Et on sait que de façon géographique, le Nord pourrait nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Pareil pour le Sud, pareil pour l'Est et pareil pour l'Ouest et même le Centre. Mais nous, dans la façon de concevoir, on s'est limité seulement qu'à créer à Abidjan des rues, juste pour rendre la chose belle et intéressante. Ben, on s'est justement arrêté là au niveau de l'urbanisation. Je ne pense pas que on ait développé dans les années arrière des plans futuristes au niveau de l'urbanisation. Ça, je ne le pense pas. Voilà pourquoi on a tout un tas de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une certaine politique qui est perçue par tout le monde. C'est vraiment de désengorger Abidjan, mais on n'arrive pas. Tu vois un peu, on n'arrive toujours pas à diminuer cet effectif qui est vraiment, pour moi, vraiment conséquent à Abidjan. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que depuis, on va dire, la base, il y a eu un problème dans le sens où ceux qui ont pensé nos villes à l'époque n'ont pas pensé en fait au développement démographique du pays, en tout cas pas à cette allure-là, où ils l'ont vu, mais ils se sont juste dit, ok, whatever, on laisse juste comme ça. Non, le résultat est là. Je pense que on s'est lancé dans une histoire de copier-coller. On s'est dit, bon, ok, d'accord, comme c'est on vient toujours se lâcher le coloniser et on a été, bon, nous les colonisés, le colonisateur, et comme on a été à son école, ça veut nettement dire qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait est bien. Donc là, on repart dans les années 1960. Qu'est-ce que le colonisateur fait? Il essaie plus ou moins de construire des rues, de faire des trucs. Donc on se dit, bon, ça c'est le filon à suivre. Et on suit juste le filon. Mais en même temps, nous, on ne sait pas comment ils pensent dans le futur, comment ils vont développer. Mais nous, on n'a pas vraiment cette possibilité-là de se projeter dans 50 ans, 60 ans pour se dire un certain nombre de choses. Donc, je ne pense pas qu'à cet instant-là, les gens se projetaient, ils étaient futuristes. Je ne pense pas. Ils étaient dans le moment T, dans l'instant, en fait. Ils se disent, ok, d'accord, on fait ça, et puis on s'arrête là. Ce qui viendra, quand elle viendra, on verra comment fixer en fait la chose. Et je pense que ça a été déplorable parce qu'on voit les résultats au jour d'aujourd'hui. S'ils avaient pensé, je pense qu'ils allaient vraiment insister sur cette politique de décentralisation administrative et économique. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui même. Exactement. Et le cas palpable en fait qu'on voit, c'est Yamoussoukro, Abidjan. Abidjan, c'est la capitale économique. Il y a plusieurs villes africaines qui ont ce concept de deux capitales. Cameroun, Gabon, je sais qu'ils ont deux capitales. Mais le passage, en fait, des infrastructures administratives vers Yamoussoukro n'a pas été effectué. Je crois que c'est un plan qui a été fait depuis 1960. Mais plus de 60 ans plus tard, il n'y a rien. Selon toi, pourquoi on ne fait pas ce passage-là, en fait, tandis que le plan est déjà là, les terres sont déjà prêtes, tout est carré, en fait. Mais pourquoi, en fait, ça se fait pas, selon toi? D'accord. Moi, je remonte un peu toujours dans l'histoire parce que pour moi, l'histoire, c'est la meilleure manière d'expliquer ce qu'on vit dans le présent et même ce qu'on va vivre dans le futur. Comme tu l'as si bien dit, tout ça a été bien programmé. On s'est dit, bon, avec notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, bien sûr, qui venait de Yamoussoukro, un temps soit peu, il a vraiment voulu diversifier en fait les choses. Et ça a été écrit, c'était bien élaboré. Mais est-ce que dans la politique, il y a eu vraiment une continuité? On le dit tous les jours que la démocratie, c'est une continuité. Bien sûr. Mais même sous lui, on a assisté à des bagarres politiques jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, je n'aime pas ta politique. Est-ce que tu penses que moi, je vais prendre le pouvoir? Je vais nécessairement aller dans ton sens pour pérenniser tout ce que tu as voulu mettre en place pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'était futuriste même de sa part. Peut-être qu'il a pensé comme ça. On ne va pas dire peut-être. C'est le cas. Tu vois un peu, l'établi, ça voulait dire au passage qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, si on voulait tout concentrer à Abidjan, ça n'allait pas le faire. Donc déjà, il a commencé à placer les pions, il a commencé à placer la politique. Mais après, quand une personne arrive, elle se dit, cette personne-là avait cette vision, moi, je ne suis pas dans la continuité, on s'en fout. De toutes les façons, c'est moi maintenant que je suis président. C'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire qui va marcher. Et quand l'autre part, un autre encore vient, qui était dans l'opposition, lui vient carrément pour faire
l'opposé. Donc, on est dans cette dynamique politique qui fait que on a payé les pots cassés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu cette continuité dans la façon de faire, dans la vision de la Côte d'Ivoire, dans l'émergence de cette Côte d'Ivoire. Je pense que c'était ça vraiment le gros souci. Donc, en fait, un manque de volonté politique. C'est comme Carrément. si chaque 5 ans, c'était un nouveau pays. On repartait de zéro. Ok, donc ce qui a Chacun fait venait que dire les ce qu'il choses ont avait. pris plus de temps. Mais Exactement. j'ai eu dire que récemment, en fait, le président actuel, son excellence Alassane Ouattara, il avait décidé en fait de suivre en fait cette marche-là, la map que le président Félix Houphouët-Boigny avait tracée, histoire de vraiment désenclaver Abidjan. Dans le sens où Abidjan est surpeuplé. Donc, amener certaines activités à Yamoussoukro, à Bouaké, dans d'autres villes. Maintenant, il a commencé, mais peut-être que ça peut être encore plus. Maintenant, si jamais il n'est pas là, ce qui veut dire que le travail va s'arrêter encore. Mais même pour continuer dans ton sens, ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avec le président Laurent Gbagbo, qui a construit, on se rappelle dans le temps, à Yamoussoukro, un édifice pour les députés. Oui, bien sûr. Dans cette politique-là, tu vois. Oui. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a tous traité de tout et de n'importe quoi, on a tous banalisé ce qu'il était en train de faire, tout et tout et tout. On est passé à autre chose, on a vite oublié en fait le truc, tu vois un peu. Donc c'est là aussi où je parle de volonté politique et son excellence Alassane Ouattara arrive, il continue sur cette lancée-là, mais on attend de voir comment ça va se dérouler et c'est ce qu'on craint. On se dit, mais quand lui va passer le flambeau, est-ce que la personne qui viendra aura cette volonté de continuer dans son sens, dans le même sens que le précédent, ou est-ce qu'il va arriver avec une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de voir et une nouvelle manière de faire? Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir qui vient en place, il vient avec une certaine idéologie. Bien sûr. Tu vois, on sait que Gbagbo, c'est un socialiste. Tu vois, ce qui n'est pas le cas d'Alassane. Donc, on imagine celui qui arrive encore. Donc, en fonction de leur idéologie, ils ont un target, ils ont une façon de voir la Côte d'Ivoire, une façon de la développer. Mais toujours est-il qu'on peut toujours faire cela et suivre la feuille de route quand on a pensé que l'État est une continuité. Bien sûr. Mais c'est vraiment pas le cas et c'est vraiment là où il y a le hic, je pense. Effectivement. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, on sait très bien que la ville ivoirienne la plus peuplée, c'est Abidjan. Okay. Est-ce que toi, tu penses que déplacer la capitale, ferait l'affaire. Non, on n'a pas besoin de déplacer la capitale. On a juste besoin, je pense, de déplacer les institutions. Ok. Donc toi, tu penses que c'est les institutions qui font que Abidjan est peuplé? Généralement. Ok. À mon sens, c'est là où on doit vraiment booster, c'est là où on doit vraiment faire les choses, tu vois un peu. Et je sais que bon, après certains vont se dire, oh moi je peux vivre à Yamoussoukro et travailler à Abidjan, vice versa. C'est toujours possible, c'est toujours exploitable. On connaît, quand on regarde le schéma de la France, des personnes qui vivent en dehors de Paris, vraiment très loin de Paris, mais qui travaillent à Paris, avec bien sûr toute l'infrastructure qui va avec, les routes, les trains et tout ce qu'il y a à faire. Et c'est vraiment possible. Avec les TGV, on peut quitter Abidjan et rejoindre Yamoussoukro en un temps record, finir de travailler et revenir, vice versa. Quelqu'un peut aller vivre à Mans, un peu partout, ou bien dans les villes avoisinantes telles que Benoît, à Boisseau, dans ces périphériques là, et puis venir tout simplement travailler à Abidjan et retourner ça le désengorger. Donc il y a tellement de belles politiques qu'on peut mettre en place. C'est juste la volonté politique, taper sur la table, déplacer certaines institutions, et puis on voit si le problème va évoluer. Ok, je vois. Maintenant, donc, parlons des solutions. Ok, selon toi, qu'est-ce que l'État pourrait faire en fait pour que les grandes villes ne soient pas peuplées au détriment des autres villes? D'accord. Ok. Et aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que les habitants qui se déplacent peuvent aussi prendre en considération pour ne pas se trouver dans des situations assez compliquées lorsqu'elles vont dans la ville? D'accord. Donc, parlons des solutions. D'accord. Donc, moi, je continue sur ma lancée tout à l'heure dans l'exemple que je suis en train de donner. Quand on déplace la BAD à Yamoussoukro, comme je l'ai de le dire, c'est par exemple dans le schéma, c'est 3000 personnes qui se déplacent. Mais ces 3000 personnes qui se déplacent sont des consommateurs. Donc, ils ne vont pas venir acheter la tomate à Abidjan. Ils vont acheter la tomate, tout ce dont ils ont besoin sur place à Yamoussoukro. Donc, ça va en même temps générer une activité économique nécessairement. Tu vois un peu. Donc, tu t'imagines par exemple en train de déplacer plusieurs grandes institutions dans plusieurs endroits ciblés de la Côte d'Ivoire ou dans plusieurs régions. On va d'une manière régler
le problème économique, de l'activité économique en Côte d'Ivoire et en même temps administratif. Ok. Tu vois un peu. En même temps qu'on va déplacer des institutions, c'est, si tu veux, l'activité économique aussi qui va suivre par la même occasion. Et moi, je te parie que les gens vont mieux se sentir à l'intérieur même plus qu'à Abidjan. Un exemple tout simple. Pour moi qui ai vraiment fait l'intérieur, les maisons sont toujours moins chères qu'à Abidjan. Et la vie même en général est toujours moins chère dans les zones rurales que urbaines. Donc, on peut à tout moment se rendre à Abidjan, histoire de visiter, faire tout ce qu'on a envie de faire, et puis vivre dans ces zones rurales, les développer, et puis bien se sentir. Donc pour moi, voici une solution qui est vraiment possible. Voici une solution qu'on peut plus ou moins mettre en place. Il va se dire qu'il faudrait en même temps repenser la politique des infrastructures, tu vois, parce que personne ne va vouloir nécessairement aller s'isoler à Yamoussoukro ou à Feke, etc. On a toujours besoin de bouger, on a toujours besoin d'interagir dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, aussi, il faudrait que la route soit bien adaptée pour le trafic. Il faudrait qu'il existe, si possible, des lignes, comme on l'a dit, de train et autres. Et pourquoi pas même construire des aéroports en Côte d'Ivoire, des aéroports domiciliés en Côte d'Ivoire qui vont tourner en Côte d'Ivoire. Ça existe déjà, je pense, au niveau de San Pedro. Je ne sais pas trop pour Yamoussoukro et Bouaké, je pense qu'il doit avoir aussi. Et c'est une politique qui peut être mise en place pour vraiment faciliter les choses. Exactement. Et désengorger vraiment pour de vrais Abidjan. Ok. Donc, en résumé, en fait, pour toi, pour désengorger Abidjan, il faudrait déjà qu'il y ait une passation des institutions d'Abidjan vers les autres grandes villes. Pour que, voilà, même ces travailleurs-là qui travaillent dans ces grandes institutions puissent se déplacer avec leur famille. Absolument. Et ce qui va créer des activités économiques dans ces différentes localités-là. Ça, c'est au niveau de l'État. Aussi, mettre en place les infrastructures qu'il faut. Au niveau des écoles, construire des écoles dans d'autres villes pour que les élèves n'aient pas à se déplacer tous à aller vers Abidjan. Parce que la plupart des gens qui ont le bac, ils vont à Abidjan. Ils vont FHB. Même s'ils sont à Ferké, tu dois venir à Abidjan, trouver des parents, ce qui est encore compliqué. Alors que si on peut déplacer ça ou en créer d'autres dans les grandes villes, ça peut faciliter. Aussi, pour résumer ce que tu as dit par rapport aux personnes, les habitants eux-mêmes, c'est de regarder en fait le coût de la vie. Exactement. À Abidjan et de là où ils sont. Vu que s'ils vont à Abidjan parce que c'est l'État, en déplaçant les institutions, en construisant les infrastructures qu'il faut dans ces villes-là, eux aussi seront par cette base-là. Si c'est pour les activités administratives, les papiers et tout, si ça a été déplacé, ils n'auront pas vraiment ils n'auront pas le besoin de se déplacer, d'aller vivre à Abidjan. Donc je pense que ce sont des pistes à exploiter et n'hésitez pas, si vous avez d'autres solutions, d'autres pistes ou d'autres idées en fait que l'État pourrait faire pour vraiment désenclaver un peu ou désengorger, je dirais même, nos grandes villes. Ça peut aider parce qu'on est là encore pour échanger, donner nos idées sur les problèmes que nos économies, nos pays africains sont en train de rencontrer. Parce que ces problèmes ne vont pas changer. Ça va devenir pire en fait. Parce que la population va continuer à croître. Du coup, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, un truc en 2-3 minutes. Si tu te rappelles en Côte d'Ivoire, ce fut un temps où il y avait une politique de démolition incroyable. On rasait tout ça. Et moi, j'ai vraiment félicité cette politique-là. Tu vois, non, j'ai vraiment apprécié ce balayage. Parce que, mine de rien, ça causait énormément de problèmes en fait à la Côte d'Ivoire, tu vois. Et ça, on parle d'infrastructure, mais c'est vraiment un sujet aussi sur lequel on devait vraiment s'attarder. Tu vois qu'à un moment donné, des gens même venaient vendre sur les caniveaux, des gens construisaient des maisons jusqu'à ce que ça ferme les caniveaux. Et après, c'était nous, on était toujours en train de se plaindre du fait que lorsqu'il y avait des saisons pluvieuses, il y avait des destructions de maisons, des morts en vies humaines, tout et tout. Et aussi, ça créait des accidents parce qu'on voyait des gens qui venaient vendre jusqu'à même pratiquement sur la route, tout ça. Tu vois un peu. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse. Soit on est des Ivoiriens, et ça, je m'adresse particulièrement aux Ivoiriens, soit on est civilisé, et soit on veut bien vivre, on veut se conformer à certaines réalités, ou bien soit on veut continuer à vivre dans du n'importe quoi, continuer à subir, et puis on avance. Mais on ne peut pas vouloir un temps soit peu que les choses soient
les choses s'adoucissent et puis continuer toujours à supporter les conséquences des actes qu'on fait ou bien des actes qu'on mène. Donc moi ce que je vois, c'est d'un temps soit peu corriger toutes les erreurs au niveau des infrastructures à Abidjan, que ce soit les voiries, que ce soit les immeubles qui sont souvent mal lotis, mal bâtis. On a vu des morts, souvent dans les écroulements de tout. Donc, tout ça, ça fait partie de la politique quand même d'urbanisation en fait. Je suppose que nos dirigeants sont vraiment en train de penser, restructurer en fait la chose pour qu'on arrive à un point où quand on se rend par exemple à Abidjan par exemple, on voit en fait l'effet de la chose, qu'on se dise mais voici, on est dans une ville assez futuriste au niveau des routes, au niveau des maisons, au niveau de tout en fait. Il faudrait qu'on arrive à inciter l'Ivoirien lambda à comprendre que nous sommes dans une démarche de développement et cela passe aussi par le développement de nos infrastructures. Et puis qu'ils s'alignent avec les réformes qui seront faites par le gouvernement pour pouvoir tous ensemble évoluer vers des villes futuristes. Aujourd'hui, on voit en Asie des villes. Donc, quand tu arrives, tu dis waouh. Et c'est vraiment vers ce genre de villes qu'on veut également, nous en tant qu'Africains aussi, aller en fait. Ok, merci pour ce partage. Je pense que ça a été une conversation assez lucrative. On en a appris des choses. Ça a été aussi divertissant d'échanger sur des problèmes sérieux, mais avec du recul. Tu vois, de la façon la plus cool pour qu'on comprenne que oui, on a des problèmes, mais on peut les résoudre. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager avec vos amis. Et puis voilà, nous serons ravis de lire vos commentaires, de lire vos messages et vous écouter. Merci.